Alors, merci pour l'invitation. C'est un sujet qui reste vaste, pour lequel vous verrez, enfin, voilà, j'essaie d'abord de parler un peu du Covid parce que j'avais demandé via mail si ça valait la peine de faire un petit rappel pour resituer. Et puis donc, faire le lien entre le Covid. Moi, j'ai du mal à dire la Covid, donc voilà, c'est rentré, le Covid qui est rentré dans mon vocabulaire et le VIH. Alors, juste, ben, vous le savez bien, hein, donc c'est depuis fin décembre 2019 qu'on a commencé à parler de cette pathologie. Au départ, on parlait d'une nouvelle maladie pulmonaire liée à un coronavirus, donc ça a débuté en Chine. Et assez rapidement, il y a eu les annonces de l'OMS, au départ, qui nous avertissaient sur la potentielle gravité de la maladie, l'émergence. On m'entend ou pas? J'entends des bruits de fond. À mon avis, il y en a qui n'ont pas coupé leur micro. Parce que j'entends des petits bruits de fond, mais voilà, du moment que vous m'entendez. Et donc, le 11 mars, on a déclaré la pandémie, puis la suite, vous la connaissez, la première vague un peu partout dans le monde et malheureusement actuellement une deuxième vague qui a été très surprenante parce qu'on ne s'attendait pas à autant de patients aussi rapidement. Alors, une petite photographie, ça, ce sont les données du jour. À l'heure actuelle, il y a eu plus de 67 millions et vraisemblablement beaucoup plus parce que, comme vous le savez, tout le monde n'est pas testé, de cas qui ont été déclarés. Et surtout, on a dépassé la barre, malheureusement, des 1 500 000 décès. Pour avoir une idée et pour vous situer, on estime que la grippe, en moyenne, c'est 300 à 600 000 décès par an. Donc, on a clairement dépassé le nombre de décès liés à la grippe. Alors, en Belgique, ben, on ne fait pas partie, la Belgique, comme on pourrait le laisser supposer. On est un pays européen avec des excellents, normalement, soins de santé, mais on ne fait pas partie des bons élèves avec un nombre de décès par habitant qui reste assez élevé et qui est sujet à beaucoup de discussions. Et donc la Belgique, comme les autres pays européens, c'est, j'ai envie de dire, pris cette deuxième vague de façon assez violente, comme vous le savez. Alors, à l'heure actuelle, on peut quand même être un peu plus rassuré. On a passé le pic et donc on est maintenant dans une phase descendante, tant en termes de nombre de cas, mais surtout en termes de nombre de nouvelles admissions à l'hôpital. Et la grande différence, enfin, une des différences entre le premier confinement et le deuxième, vous le savez également, c'est que lors du premier confinement, il y a eu un arrêt complet de tout ce qui était consultation, avec justement un impact sur la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Et durant la deuxième vague, la plupart des médecins ont continué à consulter, mais on y reviendra par la suite. Donc aujourd'hui, on en est avec un nombre de lits hospitaliers occupés qui est en baisse à 3000 plus ou moins lits occupés, un nombre de lits au niveau des soins intensifs également qui diminue mais qui reste important à 750 et donc on arrive à un genre de plateau. Alors, le Covid, c'est une maladie, mais une maladie qui est liée donc à un virus, qui est induite par un virus, le SARS-CoV-2, qui est également, tout comme le VIH, un virus à ARN, mais qui n'a pas du tout les mêmes caractéristiques. C'est un virus à ARN qui a la particularité d'être relativement stable et donc qui mute moins que d'autres virus à ARN, qui mute moins que le VIH, par exemple, parce qu'il a ce qu'on appelle un mécanisme de proofreading, donc qui lui permet de corriger les différentes erreurs qu'il peut faire lors de sa multiplication. Il faut savoir également qu'il y a des coronavirus qui sont connus, les coronavirus du rhume, qui existent donc dans nos pays depuis longtemps, qui proviennent également des animaux à la base, mais le SARS-CoV-2 a la particularité de faire partie de ces coronavirus qui sont responsables de syndromes respiratoires sévères, tout comme l'a été le premier SARS, le SARS-CoV en 2002-2003, tout comme l'est le MERS-CoV qui existe encore, mais qui n'est absolument pas responsable d'une pandémie, qui sévit surtout au niveau de l'Asie et du Moyen-Orient. Alors, la transmission, vous le savez, mais c'est bon de le rappeler parce que ça a beaucoup évolué. Donc, la transmission principale,
principale reste celle qui est liée aux gouttelettes. Donc, c'est ce que vous voyez dans le graphique qu'on appelle le droplet. Donc, ce sont des gouttelettes qui sont un petit peu grosses, je vais caricaturer, et qui donc ne peuvent pas aller sur une distance qui est estimée entre 1 mètre et demi, ça dépend des études, au maximum 2 mètres. Ça reste le moyen de transmission le plus courant, le plus fréquent. Il peut également y avoir un contact direct. Donc, si vous, par exemple, serrez la main de quelqu'un qui est malade et qui vient d'éternuer dans les mains et qu'ensuite vous-même, vous allez toucher par exemple vos yeux, vos muqueuses au niveau du nez, ben là vous risquez de vous contaminer. Ça n'est pas le moyen de contamination le plus fréquent, loin de là. Via des objets qui auraient été contaminés, c'est également une voie possible, mais de nouveau, ça n'est pas le mode de transmission le plus important. Et puis maintenant, on souligne de plus en plus le rôle des aérosols, donc le fait que le virus peut se retrouver en suspension dans des beaucoup plus petites gouttelettes qui, elles, peuvent un peu plus stagner, si vous voulez, dans l'air. Ça, c'était un mode de transmission dont on ne parlait pas tout au début de l'épidémie et qui maintenant a l'air en tout cas d'exister, mais qui est surtout lié au fait des endroits clos. Donc, c'est lorsque l'on est dans un endroit clos qui est mal ventilé. D'où le fait, surtout en hiver, où on a tendance à être à l'intérieur et on a bien raison, il fait froid dehors, et donc l'importance de bien aérer lorsque l'on est à plusieurs dans une même pièce. Alors, c'est un virus qui est contagieux, mais qui se situe au niveau de la contagiosité de la grippe, qui est beaucoup moins contagieux, par exemple, que la rougeole. On cite souvent la rougeole parce que c'est une des maladies virales les plus contagieuses et qui est plus ou moins tout aussi contagieux qu'Ebola, avec heureusement une mortalité qui est bien moindre. Mais donc ça vous situe. Et on sait à l'heure actuelle comment se prémunir, ou en tout cas comment limiter le risque de contamination. À nouveau, vous avez suivi le débat sur les masques, vous avez suivi, et encore maintenant, on discute parfois de la distanciation physique. Je n'aime pas le terme distanciation sociale, c'est vraiment une distanciation physique. Il y a maintenant, entre le début de l'épidémie et à l'heure actuelle, des données qui montrent que porter un masque, ça diminue le risque de transmission, ça diminue le risque d'attraper le virus, la distanciation physique également. Et donc, voilà, ces recommandations, même si au départ, elles étaient un peu, j'ai envie de dire, empiriques, basées sur une certaine logique. Maintenant, il y a différents modèles, différentes études qui ont montré que cela avait un effet. Et parfois, ça vaut la peine de le rappeler. J'ai pas fréquemment, mais rarement, mais quand même, des patients qui viennent en consultation et qui disent: «Oui, moi je porte le masque parce qu'on m'y oblige, mais je n'y crois pas». Donc on doit pouvoir dire. On peut dire en tout cas que maintenant cet effet-là est démontré et donc l'importance de la distanciation physique, malheureusement, mais voilà, c'est important à l'heure actuelle. Alors quelques mots sur la présentation clinique, pour savoir de quoi on parle. Ce qui est important à savoir, c'est que c'est une pathologie qui nous surprend encore à l'heure actuelle par sa diversité et par le spectre des tableaux cliniques qu'elle peut donner. Donc, il y a des gens qui vont être tout à fait asymptomatiques, donc chez qui on découvre par exemple des anticorps à un moment donné qui sont positifs et qui ne se souviennent pas avoir été contaminés. C'est assez fréquent justement chez les jeunes. On estime qu'il y a dans les études, parfois 4%, chez certains jusqu'à 41% de personnes qui peuvent être asymptomatiques. Et donc, les personnes asymptomatiques, eh bien, elles peuvent contaminer d'autres personnes, dont des personnes à risque, sans savoir qu'elles sont porteuses. Et lorsqu'on arrive dans le tableau des personnes symptomatiques, eh bien, là aussi, vous allez voir, le tableau clinique peut être tout à fait varier entre un simple syndrome grippal avec de la fièvre, de la toux, certains qui vont juste avoir une perte de goût et d'autres qui, malheureusement, vont arriver à l'hôpital avec des tableaux sévères qui nécessitent parfois jusqu'à une intubation et qui entraînent donc le décès. On estime que le taux de mortalité est aux alentours de 0,4%. À nouveau, pour donner une idée, avec la grippe, c'est 0,1%.
Et donc, comment cela se présente-t-il? Lorsque l'on est en contact avec le virus, on a ce qu'on appelle une période d'incubation. Ça, c'est comme pour toutes les maladies virales. C'est également la même chose au niveau du VIH. On ne développe pas des symptômes d'emblée. La période d'incubation pour le Covid, elle est de 2 à 14 jours. C'est ce qui explique la durée de la quarantaine lorsque l'on a été en contact et que donc on doit voilà, être prudent. Donc 2 à 14 jours, mais 50% des gens vont développer les symptômes à 5 jours. C'est ce qu'on appelle ici la médiane. Quand on développe des symptômes, eh bien, la plupart du temps, c'est de la fièvre, de la toux, on peut avoir des céphalées, il y a des patients qui décrivent vraiment des maux de tête très importants, et puis tout ce qui est classique dans les symptômes grippaux, hein, donc un petit peu une perte d'appétit, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires. Un pourcentage de patients, environ 15%, vont nécessiter une hospitalisation. Lorsqu'ils sont hospitalisés, c'est aux alentours du 7e, 10e jour après le début des symptômes. Donc, on est rarement à l'hôpital au début du symptôme. Les gens arrivent plutôt à l'hôpital ici. Et chez 5% des patients, c'est ce qu'on appelle les patients critiques, eh bien, la situation est telle, l'insuffisance respiratoire est telle que les patients doivent malheureusement aller aux soins intensifs. Donc, tous les symptômes que je viendrai expliquer, maux de tête, mal de gorge, de la toux, de la dyspnée. Certains patients décrivent aussi comme une douleur thoracique, un genre d'oppression. On peut avoir aussi des symptômes digestifs, le nez qui coule. Bref, si on a des symptômes maintenant de type respiratoire ou de type rhume avec de la fièvre, il faut à l'heure actuelle exclure une infection par le SARS-CoV-2. Et comme je vous le disais, la particularité, c'est que le spectre clinique est vraiment, vraiment, vraiment varié. Donc, il y a des personnes qui vont avoir des atteintes également qui sont cutanées, des personnes qui vont développer des infarctus du myocarde ou parfois même des troubles du rythme, pardon. Certains, et en particulier les personnes âgées, vont plutôt avoir de la diarrhée, des nausées, des vomissements. Il y a ce qu'on appelle des complications également thromboemboliques, avec donc des embolies pulmonaires, des thromboses au niveau des membres inférieurs. Des patients vont développer des insuffisances rénales ou des dysfonctions au niveau rénal. Donc vraiment, le tableau clinique varié est une des grandes particularités de ce Covid, pour lequel, donc, comme je vous le disais, on en apprend encore tous les jours. Juste réinsister sur les troubles du goût et de l'olfaction. Pourquoi je réinsiste? Parce que parfois on est étonné de voir que des patients ont une perte de goût et ne vont pas se faire tester. Ils attendent et après 3, 4, 5 jours, ils se disent ben tiens, c'est pas normal, je vais me faire tester maintenant. Mais durant toute cette période-là, s'ils continuent à voir des gens, s'ils continuent à travailler, eh bien, il y a un risque qu'ils contaminent d'autres personnes. Et on a constaté aussi que les troubles du goût surviennent fréquemment chez les personnes avec des atteintes qui sont modérées. Donc, on a peu de patients en hospitalisation qui ont cette plainte-là. Les patients qui sont hospitalisés, en général, ils ont de la fièvre et de la dyspnée et de la toux. Par contre, les gens qui restent à domicile, qui ont donc des atteintes modérées, eh bien, c'est un des symptômes qui est assez fréquent. Je vous le disais, les complications thromboemboliques, c'est quelque chose que l'on a vraiment découvert dans le décours de l'épidémie et qui a changé aussi notre façon de traiter, et puis toutes les autres atteintes possibles. Alors brièvement, pour le diagnostic, en gros, si on a une suspicion de Covid, il faut que les gens se fassent tester. De nouveau, ça n'est pas encore assez étonnamment rentré dans les mœurs. Et donc, certains continuent à tousser, à avoir de la fièvre à la maison et ou se disent j'ai un rhume et ne vont pas se faire tester. Au plus tôt on se fait tester, au plus tôt on est au courant du diagnostic et au plus tôt on peut casser les chaînes de transmission. Le test à l'heure actuelle qui reste recommandé pour faire un diagnostic en aigu, c'est la fameuse PCR. Vous avez toutes et tous vu, vous avez peut-être vous-même expérimenté le frottis nasopharyngé, qui n'est pas quelque chose d'agréable, mais qui est à l'heure actuelle le meilleur test, même si on développe les tests salivaires, pour pouvoir détecter la présence Bonne du... reprise. Alors, on diagnostique également lorsque les patients arrivent aux urgences par une radiographie et ou un scanner du thorax. Vous voyez ici, ce sont des lésions qui sont parfois très, très importantes avec des atteintes parfois de plus de 30% des poumons. Les anticorps, si on me pose des questions, j'y reviendrai, mais juste se rappeler que les anticorps,
Ça vous permet juste de dire si vous avez été en contact, oui ou non, avec le virus. C'est la même chose que pour les anticorps contre le VIH. Donc, on mesure la réaction de notre corps vis-à-vis d'un agent extérieur, en l'occurrence ici un virus. Mais pour le SARS-CoV-2, le fait d'avoir des anticorps ne veut pas dire qu'on est porteur du virus, vu que les anticorps se développent en général dans la semaine, voire les 2 semaines. Et donc, on peut avoir des anticorps positifs sans être malade et avec une PCR qui est négative. Alors, quelques mots sur le traitement, parce qu'on entend beaucoup de choses et si les patients, les personnes séropositives vous posent des questions, ça vaut la peine de pouvoir orienter ou rappeler quelques faits. On a 2 façons de traiter le Covid, et d'ailleurs, il y a encore beaucoup de choses qui sont à l'étude. Soit on agit sur la phase virale, mais à l'heure actuelle, on a peu de médicaments qui ont montré une efficacité, donc la première phase de la maladie. Soit on agit sur la phase inflammatoire. Donc, quand les patients arrivent à l'hôpital ou doivent aller malheureusement aux soins intensifs, en général, on ne retrouve plus forcément du virus si on fait des PCR ou si on le met en culture. C'est vraiment lié au fait que notre organisme a basculé dans une réaction inflammatoire qui est disproportionnée et donc la maladie devient plutôt alors inflammatoire. Différents médicaments ont été testés et donc maintenant, on sait comment traiter les atteintes sévères et il y a encore beaucoup de protocoles en cours pour essayer d'agir aussi sur les phases précoces. On a beaucoup parlé de l'hydroxychloroquine avec malheureusement un débat qui n'est plus devenu un débat scientifique mais qui est devenu limite un débat idéologique et donc j'aime bien cette caricature. Malheureusement, même si au départ ça pouvait être prometteur, les études randomisées, donc pour lesquelles on a utilisé l'hydroxychloroquine par rapport à un placebo, eh bien, n'ont pas montré d'impact sur la mortalité, ni sur la morbidité ou la nécessité d'aller ou pas aux soins intensifs. Ce qui est un petit peu différent des études rétrospectives, mais ça, si vous avez des questions, on peut y revenir plus tard. Mais donc, quand on compare l'hydroxychloroquine avec un placebo, eh bien, on n'a pas de gain en termes de mortalité, en tout cas chez les personnes qui sont hospitalisées. Et donc, à l'heure actuelle, l'hydroxychloroquine, elle a été recommandée au début de l'épidémie lorsqu'on n'avait pas les résultats de ces études. Elle ne l'est plus à l'heure actuelle, de même que l'azithromycine. On voit encore beaucoup de patients qui se font prescrire de l'azithromycine par leur médecin traitant. Et malheureusement, ces patients arrivent parfois justement à l'hôpital et le fait d'avoir eu un antibiotique, ils ont tendance à faire des complications infectieuses qui sont un peu plus fréquentes. Et donc, il faut rester vigilant. Ce qui a radicalement changé le visage de la pathologie, c'est la dexaméthasone, c'est la cortisone. Et grâce à une étude en particulier anglaise, et puis il y en a eu d'autres, la Recovery Trial, qui a montré que la dexaméthasone avait vraiment un impact sur la mortalité, avec une diminution de la mortalité, une diminution des complications, en particulier chez les personnes qui nécessitaient de l'oxygène. Et donc la dexaméthasone n'est pas un traitement pour la personne qui développe un Covid modéré et qui est à la maison. Au contraire, dans l'étude, on a montré que chez les personnes peu sévères, là, la cortisone pouvait avoir un effet plutôt délétère. À nouveau, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que parfois, certains patients nous appellent et demandent à ce qu'on leur envoie une prescription de dexaméthasone lorsqu'ils viennent de se faire diagnostiquer comme étant positifs pour le SARS-CoV-2. Donc, la dexaméthasone est réservée à un usage hospitalier ou en tout cas pour des personnes qui nécessitent de l'oxygène. Et juste cette slide pour vous montrer qu'on a maintenant aussi des recommandations sur l'anticoagulation. Ça fait également partie du traitement. Donc, en gros, c'est une maladie qui est principalement respiratoire, mais qui peut avoir un visage ou des visages variés avec des complications rénales, hépatiques, neurologiques et surtout thromboemboliques. Et donc, le traitement pour les personnes hospitalisées qui nécessitent de l'oxygène, à l'heure actuelle, c'est la cortisone et toujours une anticoagulation, qu'elle soit préventive ou thérapeutique. Et ce que je vous dis là, c'est clairement une avancée. On ne traitait pas comme ça les patients au début de la première vague. Et on constate heureusement ici, durant cette deuxième vague, qu'effectivement, notre taux de mortalité chez les patients hospitalisés
est plus bas, donc c'est une bonne nouvelle, et on arrive à faire sortir plus de patients que lors de la première vague, donc c'est aussi une bonne nouvelle. Alors, ce qui nous intéresse, je perds mon ordinateur, avec les patients VIH, c'est de savoir où sont-ils situés. On sait que les personnes qui sont hospitalisées, elles sont plus sévères, il y a un risque de mortalité plus élevé, mais donc quels sont les facteurs de risque justement de complications? Alors, les facteurs de risque principaux, ça reste l'âge. Au plus on est âgé, au plus malheureusement le risque de décéder est important. On sait que l'obésité, c'est un facteur de risque important également. Ça n'était pas paru dans les premières séries chinoises. C'est apparu lorsque la première vague a commencé à atteindre les pays de type États-Unis et Europe. Le fait d'être diabétique, c'est un facteur de risque, le fait d'avoir des pathologies cardiovasculaires. Et vous voyez que l'immunosuppression en tant que telle fait partie également des facteurs de risque. Mais là, on parle de l'immunosuppression au sens large. On ne fait pas encore de distinction entre les personnes séropositives ou pas, et parmi les personnes séropositives, entre celles qui sont bien contrôlées ou pas. Alors en Belgique, les données que nous avons concernant les patients qui ont été hospitalisés nous montrent que donc on a plus de patients âgés qui sont hospitalisés parce que cela reste un facteur de risque. Et à nouveau, parmi les comorbidités, les facteurs de risque cardiovasculaire, l'hypertension, le fait d'être diabétique. Et vous voyez ici un peu plus loin, on a mis dans la même case tout ce qui est immunodéficience, et donc on n'a pas fait de distinction entre les personnes VIH ou pas, les personnes qui ont des traitements immunosuppresseurs pour, par exemple, des pathologies inflammatoires ou rhumatismales. Donc, on manque d'une photographie précise en Belgique. Ce qui reste important, c'est l'âge. Et pourquoi je reviens là-dessus? Parce que dans les corps de patients HIV, l'âge va revenir et les comorbidités. Donc, c'est vraiment important d'avoir ce concept-là en tête. De nouveau, ce sont des données belges. Vous voyez qu'au plus l'âge augmente, au plus la mortalité augmente également. Et on retrouve parmi les facteurs de risque ce qu'on retrouve dans les autres séries. Donc, de nouveau, l'obésité, les risques cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète, etc. Alors, par rapport au VIH en Belgique, c'est le 1er décembre, donc ça vaut la peine juste de refaire une petite photographie. Pardon. Et vous voyez déjà une note importante dans le rapport VIH de cette année. Eh bien, il est marqué, suite à l'épidémie de Covid, les activités d'enregistrement par les centres de référence et d'analyse ont été retardées. Et donc, on manque d'informations sur l'évolution immunologique et certains résultats de 2019. Et vous voyez que le Covid, et comme vous le savez, a eu un impact assez important à la fois sur les données et sur le suivi et la prise en charge des patients. Donc, à l'heure actuelle, on en est en tout cas à 923 nouveaux diagnostics en Belgique pour l'année 2019. Donc, c'est une légère augmentation par rapport à l'année 2018, dont 68% dans les nouveaux diagnostics sont des hommes. Et nous avons, comme chaque année, et ça c'est grâce au fait que l'on prend mieux aussi en charge les patients avec une espérance de vie, comme vous le savez, qui est maintenant quasi normale, un nombre de patients suivis en Belgique qui ne cesse de croître avec plus de 17 000 patients qui bénéficient d'un suivi médical. Alors, si on s'intéresse, et c'est le sujet du jour, plus particulièrement au Covid et au VIH, eh bien, que sait-on? On doit d'abord se retrouver dans la catégorie des patients qui sont immunodéprimés, parce que par définition, lorsque l'on est séropositif, que l'on vit avec le VIH, eh bien, il y a un risque d'être immunodéprimé. Et dans cette catégorie d'immunosuppression, vous voyez que là, on précise déjà que ce sont les personnes vivant avec le VIH, mais qui ont un taux de CD4 qui est bas ou qui ne sont pas en traitement et qui donc ont une réplication virale qui est présente. Et donc cette notion-là, elle est importante parce que c'est ce qui va permettre justement de pouvoir quelque part classifier et de pouvoir orienter, rassurer éventuellement les personnes vivant avec le VIH. Alors, que dit le CDC? Le CDC, vous le savez tous, c'est le Center for Disease Control and Prevention, donc c'est vraiment un des plus grands organismes de suivi
des maladies infectieuses, à la question que vous retrouvez sur leur site, est-ce que les personnes avec le VIH, donc séropositives, ont un plus haut risque que les autres personnes? Eh bien, eux, j'ai envie de dire, se mouillent et disent que, OK, on continue encore à apprendre sur le Covid et la façon avec laquelle il peut infecter les personnes vivant avec le VIH, mais à l'heure actuelle, avec les données que nous avons, eh bien, les personnes qui sont correctement traitées ont le même risque par rapport au Covid que les personnes qui ne sont pas séropositives et que par contre, il faut faire attention justement aux personnes qui ne sont pas sous traitement et aux personnes qui ont un taux de CD4 qui est bas. Alors sur quoi se base-t-il? Il se base sur différents rapports qui ont principalement été édités en Chine, aux États-Unis et on a quelques séries européennes, en particulier en Grande-Bretagne. Je ne vais pas toutes vous les refaire, c'est beaucoup de chiffres et beaucoup de data au départ sur des plus petites séries et puis ensuite sur des plus grosses séries. Mais j'en ai retenu deux qui sont assez importants et qui vont vous permettre de comprendre sur quoi ces conclusions sont basées et je reviendrai sur cette slide-ci par la suite. Alors, une des plus grosses séries qui a été réalisée à l'heure actuelle est une série espagnole où ils ont donc suivi des patients, enfin c'est une analyse rétrospective sur des patients qui ont été hospitalisés ou pas et qui sont séropositifs entre février et la mi-avril. Donc il y a plus ou moins près de 80 000 personnes vivant avec le VIH toutes sous traitement et parmi elles, 236 ont eu un diagnostic de Covid et 151 ont été hospitalisées. Et donc, ils en ont conclu que le risque pour une personne vivant avec le VIH d'être diagnostiquée positive pour le Covid est estimé à 30 sur 10 000 par rapport à 42 sur 10 000 chez les non-HIV, avec un risque de décès qui était estimé à 3,7 sur 10 000 par rapport à 2,1. Et donc, leur conclusion, et c'est ça qui est important, c'était de dire que d'une part, il n'y avait pas forcément plus de risques, surtout si les personnes sont bien traitées, parce que là ici je vous ai fait un résumé, mais donc la cohorte est un peu mieux étayée, pardon, et que les principaux facteurs de risque, c'était le sexe masculin, les personnes âgées de plus de 70 ans, les personnes qui avaient des comorbidités de type obésité, hypertension. Et ce qui est intéressant, c'était de voir que parmi les personnes hospitalisées, eh bien, il y en avait moins et il y avait moins de risques de complications si les patients avaient dans leur traitement du TAF, du TDF ou du TAF. Pardon, ici j'aurais dû mettre du TDF ou du TAF. Même chose avec une étude américaine qui a repris, là c'est l'inverse, ils ont repris les patients Covid et parmi ces patients-là, ils ont pris les personnes séropositives, donc 50 000 patients diagnostiqués Covid, dont 400 personnes séropositives. Et donc ici c'est intéressant, si on prend le taux de mortalité brut, donc juste on compare les personnes VIH aux personnes non VIH, eh bien, ce taux de mortalité brute était un petit peu plus élevé parmi les personnes VIH. Mais lorsqu'ils ont matché, donc lorsqu'ils ont vraiment comparé par catégorie d'âge, par comorbidité, etc., en fait, on se rend compte, leur conclusion, c'est qu'il n'y a pas en fait de différence entre les personnes séropositives versus les personnes non séropositives. Ce qui drivait, ce qui engendrait la mortalité, eh bien, c'était les comorbidités qui étaient un peu plus fréquentes chez les patients VIH, à savoir l'obésité de nouveau, l'hypertension, les facteurs de risque cardiovasculaire. Et donc, ce qui est vraiment important de retenir, c'est ça, c'est qu'une personne séropositive qui est correctement traitée, qui a un bon taux de CD4, elle n'est pas plus à risque d'attraper le Covid, elle n'est pas plus à risque de complications qu'une personne non VIH, mais on retrouve dans la population VIH des facteurs de comorbidité tels que l'hypertension, la surcharge pondérale, certains facteurs cardiovasculaires. Et donc, ça, comme pour la population non VIH, ça reste des facteurs de risque d'avoir des atteintes qui sont plus sévères. Et donc, les conclusions de différentes sociétés scientifiques par rapport au VIH étaient les suivantes. C'était de dire que, donc, voilà, ce que je viens de vous dire, c'est qu'une personne
correctement traité avec un bon taux de CD4 n'est pas plus à risque, mais par contre, ce sont les autres conditions qui sont associées au VIH qui, elles, vont augmenter le risque, dont l'âge. Il faut se rappeler qu'en Europe, presque la moitié des personnes séropositives ont plus de 50 ans. Et donc, de nouveau, bien faire attention aux facteurs de risque cardiovasculaire. Par contre, et ça c'est important, les personnes qui ont des CD4 bas ou qui ne reçoivent pas de traitement doivent être considérées comme à risque. Donc c'est là la nuance avec quand on englobe l'immunodéficience, c'est vraiment de bien nuancer les propos et de bien se rappeler aussi qu'une personne avec moins de 200 CD4 ou qui même parfois dans le décours de la pathologie chute son nombre de CD4, il faut faire attention de ne pas avoir en plus du Covid une infection opportuniste de type par exemple une pneumonie à pneumocystis. Ceci, ce sont les recommandations british, donc les anglaises, pardon. Pourquoi je les ai remises? Parce qu'eux, ils classifient non seulement en dessous de 200, mais également les personnes avec vraiment des taux de CD4 très bas, à moins de 50, où ils proposent ce qu'ils appellent le shielding advice, donc les conseils un peu boucliers, donc de vraiment, vraiment, vraiment encore plus faire attention lorsque l'on a un taux de CD4 qui est beaucoup plus bas que 200, qui est en dessous de 50. Et vous savez que ce sont ces personnes-là qui ont un risque de complications beaucoup plus important de façon générale. Donc ça, c'était pour l'aspect médical. Maintenant, on s'est rendu compte que donc le confinement, vous le savez, a énormément d'implications et d'impact sur les soins de santé de façon générale. On sait qu'il y a eu un retard de diagnostic au niveau des cancers, que certains cancers sont arrivés avec des stades qui sont avancés et malheureusement, il y a aussi eu un impact du Covid sur le VIH et la continuité des soins. Alors, selon l'UNCIDA, donc ce sont des données plutôt mondiales, il y a des répercussions à la fois sur les services de dépistage, certains ont été fermés, sur la prévention de la transmission verticale du VIH, de nouveau par manque de consultation et de suivi, mais ça c'est plus marqué dans les pays où la situation économique est plus défavorable que nos pays européens, et sur le traitement et la prise du traitement du VIH. Il y a par exemple eu une campagne de collecte de données dans 17 pays de par le monde, principalement des pays à ressources limitées, où on observe qu'il y a un déclin du nombre de femmes qui font un test du VIH lors de leur première visite prénatale. Vous savez que ça peut avoir des conséquences évidemment dramatiques. Et par contre, heureusement, c'est qu'il y a ensuite eu, à partir de juin-juillet, un certain nombre de pays qui ont pu rattraper ce retard. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est de constater que ce problème au niveau de la continuité des soins a surtout été marqué dans les pays où en fait ce sont les infectiologues qui à la fois s'occupent du Covid, qui sont ceux qui s'occupent du VIH. Et que donc dans les pays où les structures de soins pour les personnes séropositives sont un petit peu à part, où en fait il y a vraiment des spécialistes qui sont dédicacés au VIH, eh bien cette problématique de continuité des soins a été moins importante que par exemple en France ou chez nous en Belgique, où comme vous le savez, la plupart des infectiologues, en fait, ont cette double casquette. Donc la plupart des médecins qui s'occupent du VIH se sont retrouvés aussi en première ligne pour s'occuper du Covid et donc ont dû, en tout cas durant la première vague également, annuler une grande partie de leurs consultations. Alors, d'un point de vue mondial, certains ont créé des modèles et en estimant qu'il y aurait possiblement, surtout dans les pays donc en voie de développement et surtout donc en Afrique subsaharienne, où vous savez que c'est là malheureusement qu'on paye le plus lourd tribut en termes de décès et de conséquences du VIH, eh bien certains ont estimé qu'il y aurait possiblement plus de 500 000 décès supplémentaires liés à cette interruption de soins, liés au confinement, liés à l'isolement et au manque d'accès au traitement antirétroviral. Et donc, comme quoi le Covid a vraiment des conséquences à plein de niveaux, malheureusement. Alors, vous allez me dire, mais qu'en est-il en Belgique? Eh bien, malheureusement, en Belgique, nous avons peu de données. Et donc, je me suis attardée sur les données françaises, donc de nos pays voisins, qui ont
un système de santé publique et de recensement de données qui est relativement efficace, qui est assez efficace. Et donc, il y a différents types d'enquêtes qui ont été faites, à la fois des enquêtes donc, téléphoniques ou des enquêtes par Internet où on interroge les patients, et à la fois des enquêtes sur base de données sérologiques. Alors, cette enquête-ci, donc c'est une enquête qui a interroger des personnes, des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, donc plus de 8000. Et donc, différentes questions leur ont été posées. Et on constate que 35% des, pas forcément des patients, mais donc de ces répondants, d'une part, ont renoncé à des soins, que parmi les résidents, pardon, parmi les répondants qui sont séropositifs, eh bien, un tiers a reporté ces consultations. Certains ont également reporté leur dépistage et on note aussi qu'il y a eu une diminution dans les rapports sexuels lors du premier confinement et une diminution de l'usage de la PrEP et donc de la vente de médicaments de la PrEP lors également du premier, c'est principalement du premier confinement. Alors, en termes de dépistage et de sérologie VIH, de nouveau, ce sont les données françaises. C'est assez flagrant. Vous voyez ici qu'en mars, avril, il y a eu une diminution importante des sérologies réalisées pour le VIH et ce graphique est superposable aux autres IST, que ce soit la syphilis ou que ce soit les dépistages de chlamydia et gonocoque. Et donc, il y a vraiment eu une diminution en termes de politique de prévention et de dépistage. Et alors, autre fait qui est assez intéressant, qui est triste mais intéressant, c'est qu'on se rend compte que, voilà, on a vu que le SARS-CoV-2 et que le Covid payaient un plus lourd tribut aussi dans les populations qui sont plus vulnérables. Donc, par exemple, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, il y a un taux de décès qui est plus important dans certaines communautés, en particulier dans la communauté Black, mais qui est vraiment lié à un niveau socio-économique qui est défavorable. Et donc, cette étude a essayé de regarder les corrélations qu'il y avait entre l'impact socio-économique, entre l'impact aussi racial sur l'accès aux soins chez les personnes séropositives, mais également chez les personnes souffrant de SARS-CoV-2. C'est une étude américaine, hein. Vous savez que l'accès aux soins n'est pas le même, mais c'était intéressant de relever qu'en fait, toutes ces discriminations-là, toutes ces déterminants sociaux qui ont un impact négatif sur la qualité des soins, eh bien, se retrouvent tant dans les communautés VIH que pour les personnes atteintes de SARS-CoV-2. Donc, c'est quand même assez interpellant. Et donc, la conclusion, c'était de dire que donc cette discrimination au niveau des communautés, en particulier aux États-Unis pour la communauté Black et hispanique, eh bien, avait un retentissement tant sur le VIH que sur le Covid et que donc il fallait des changements de type structurel. Vous savez qu'en Belgique, il y a une étude qui a été aussi publiée par Saint-Pierre qui montre que les personnes, les sans-abri, les personnes donc avec des revenus beaucoup plus faibles, eh bien, arrivaient souvent avec des tableaux et des complications plus sévères. Le fait aussi que lorsque l'on vit dans des situations plus difficiles, c'est difficile de garder cette distanciation physique également. Donc, le Covid est également un révélateur de nos inégalités sociales, même dans nos pays dits, entre guillemets, riches. Et donc la conclusion, elle est de dire que le risque accru de complications liées au Covid, eh bien, il est présent chez les personnes séropositives, mais si elles ont des facteurs de risque, donc de nouveau obésité, hypertension, risque cardiovasculaire, et ou si le taux de CD4 est bas, donc en gros, si le VIH n'est pas correctement contrôlé, et que pour le reste, le risque il est similaire. Par contre, il y a eu un impact du Covid tant sur le dépistage que l'accès aux soins et la continuité des soins, en particulier si ce sont les mêmes personnes qui s'occupent des patients VIH que du Covid. Nous, par exemple, on a essayé, et je pense que la plupart des centres de référence ont essayé de faire ça. Donc, les infirmières ont vraiment pris le relais par rapport au contact des patients, donc recontacter tous les patients pour lesquels on a décalé les consultations,
l'envoi de prescriptions à domicile pour vraiment essayer de maintenir l'accès aux soins et puis de rappeler malheureusement que les populations vulnérables du VIH eh bien, sont les mêmes que les populations qui payent un plus lourd tribut pour le Covid. Voilà, merci et je suis donc disponible pour toutes les questions. Merci beaucoup, Dr Leila Belkir. C'était vraiment hyper, très, très, très intéressant avec effectivement une confirmation de choses qu'on sentait déjà un peu sur le terrain au niveau notamment de l'accès, comme je disais tout à l'heure, au niveau des dépistages et des services de prévention, mais aussi parfois avec un peu des petites bonnes nouvelles, puisque effectivement une personne séropositive avec charge virale indétectable et sous traitement, a priori, n'a pas malheureusement, enfin heureusement plutôt, plus de chances de contracter le VIH. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle, avec le petit bémol, effectivement, des comorbidités. Et donc là, un message aussi qu'on a envie de faire passer, c'est vraiment d'essayer aussi d'avoir une hygiène de vie la meilleure possible, pour autant que ça soit effectivement possible. Bon, il y a eu des questions, notamment au niveau, je pense, de Axel qui posait la question des vaccins pour les personnes VIH. Est-ce que les personnes VIH sont dans les groupes prioritaires qui vont bénéficier des traitements et est-ce qu'il est aussi recommandé aux personnes séropositives de faire un vaccin? Déjà une première Alors, question. oui, donc bon, on n'a pas encore nous reçu les documents officiels avec tous les critères pour les vaccinations. De ce que j'ai pu lire sur les premières recommandations du Conseil supérieur de la santé, le VIH n'était pas repris justement en priorité. Maintenant, il faut savoir que les différents centres universitaires, donc Liège, Erasme, Saint-Pierre et nous à Saint-Luc, on va avoir le vaccin CureVac, qui est aussi un vaccin ARN en étude, enfin on l'espère, et on s'est un petit peu battu pour que les personnes séropositives puissent également en bénéficier. Donc, il n'y a pas a priori de contre-indication, voilà, en tout cas sur base des données que l'on a à l'heure actuelle, mais à moins que ça ne change, les personnes séropositives ne seraient pas dans les groupes prioritaires, le groupe prioritaire restant à la fois l'âge et les autres comorbidités, donc l'hypertension, les facteurs de risque cardiovasculaire, le diabète. Mais il faut savoir que la vaccination va être faite de façon séquentielle. Par contre, ce qui est recommandé à l'heure actuelle, c'est de bien vacciner contre la grippe. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on fait et la grippe et le Covid, le risque de complications est plus important. Donc, c'est vraiment d'essayer d'être à jour pour la vaccination contre la grippe. Ok, merci. Une question concernant aussi le Remdesivir, Oui, où l'OMS le déconseillerait. Et qu'est-ce qu'il en est en Belgique? alors, le remdesivir, c'est aussi un médicament qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc, le remdesivir a été proposé au départ comme un antiviral. Et donc, suite à une première étude aux États-Unis où ils ont montré qu'il diminuait la durée d'hospitalisation, donc aux alentours de 15 jours versus 10 jours, eh bien, la FDA, donc l'organisme qui décide si oui ou non un médicament peut être utilisé, a autorisé l'usage de ce médicament. L'Union européenne, vous le savez, a acheté beaucoup de remdesivir à ce moment-là et la Belgique en a également acheté. Entre-temps, les études ont continué et donc récemment, l'étude Solidarity et d'autres études ont montré qu'au final, le remdesivir n'avait aucun impact sur la mortalité. Donc ça, c'est un fait. C'est la raison pour laquelle l'OMS ne le recommande pas. Je voudrais juste nuancer, ça n'a pas d'impact sur la mortalité. Mais on ne sait quand même pas, et c'est pour ça que les études continuent à l'heure actuelle, si lorsqu'on le donne précocement, on ne pourrait malgré tout pas réduire la durée d'hospitalisation, ce qui en soi n'est pas rien. Il faut quand même se rappeler que toutes les mesures que l'on prend
de confinement, de limitation quelque part de nos contacts sont liées à cette peur de saturation du réseau hospitalier. Et donc, si un médicament arrive quand même dans un groupe bien précis de patients de réduire la durée d'hospitalisation, ça pourrait quand même avoir un certain bénéfice. D'où le fait qu'à l'heure actuelle, en Belgique, ce médicament fait partie des recommandations dans une certaine catégorie de patients, les patients qui sont hospitalisés, mais qui ont une symptomatologie qui est assez courte. Donc, ceux qui ont des symptômes depuis 5, 6 jours maximum. Donc, ça reste une niche quand même assez réduite. Ça n'est pas le traitement de choix et ça n'est clairement pas le traitement qui a révolutionné le visage du Covid. Donc, ça, clairement pas. Surtout par rapport à son coût. Merci. Encore une question. Que veulent dire les initiales TDF, TAF et la question sur les lésions pulmonaires? Alors, les lésions pulmonaires, ça c'est vraiment intéressant. On a fait nous aussi un suivi des patients à 3 mois et à 6 mois. Et donc, on se rend compte qu'il y a des patients qui gardent donc des lésions pulmonaires, en tout cas à 3 mois. Le suivi à 6 mois est actuellement en cours, mais ces lésions-là ne sont pas forcément corrélées à des symptômes. Donc, la plupart des gens quand même récupèrent. Ce qui est par contre paradoxal, c'est que parmi les personnes qui gardent une dyspnée, et donc il y en a, hein, il y a plus ou moins 30% des patients qui, après quelques semaines, continuent à être essoufflés, eh bien, ça n'est pas toujours corrélé justement avec des lésions pulmonaires. Donc ça, c'est quelque chose que l'on a du mal à comprendre. Et donc, on a régulièrement en consultation des patients qui nous disent, ben, moi, je continue à être essoufflé, qui ont des épreuves fonctionnelles respiratoires, donc ça, c'est quand on souffle dans la machine, qui sont pourtant bonnes, qui ont un scanner thoracique qui est pourtant correct. Et donc, chez ces personnes-là, on les rassure en disant, voilà, c'est qu'à un moment donné, vous allez récupérer, il n'y a pas de lésion dans les poumons. Et alors, on a plutôt tendance à les envoyer en revalidation et où là, clairement, ça fait de l'effet et c'est assez bénéfique pour les patients. Donc, même si on ne comprend pas pourquoi, subjectivement, et on les voit, ce sont des patients qui réellement sont essoufflés. Donc, ça n'est pas toujours corrélé aux lésions pulmonaires. D'accord. Est-ce qu'il y a parmi les participants, ah ben voilà, Axel qui revient. Oui. Je vous laisse la Euh, ligne. Oui, oui, tout à fait. Donc, pourquoi les centres de référence ont choisi CureVac et pas Pfizer? Ce n'est pas une question de nous qui avons choisi. Donc, Pfizer et Moderna ont beaucoup plus avancé. Donc, eux, les médicaments vont maintenant être, enfin, ces vaccins-là vont être, si la FDA et l'EMA donnent l'autorisation, vont être maintenant donc, commercialisés et vont arriver. CureVac, normalement, l'étude devait commencer plus tôt et puis il y a eu des retards. Donc, il faut bien distinguer Pfizer, Moderna qui ne vont pas être dans un contexte d'études, qui vont être donc euh, prescrits en fonction des critères définis par le Conseil supérieur de la santé. Et CureVac sera, lui, en cours d'étude, mais ça ne sera pas contre un placebo. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons discuté. On a estimé qu'on ne pouvait décemment pas, alors que des vaccins vont sortir sur le marché, donner un placebo. Voilà. Alors AstraZeneca, c'est différent. Ça n'est pas du tout le même type de vaccin. Il est encore en étude, mais on n'est pas la Belgique. En tout cas, nous n'avons pas été sollicités pour ça. Vous savez que c'est le vaccin pour lequel on a montré 70% environ d'efficacité, mais avec deux grosses différences, un bras à 90% et un bras à 60%. Et en fait, étonnamment, c'est dans le bras où il y a eu une erreur, donc où les gens ont eu une demi-dose au début, que c'était plus efficace. Et donc le fait qu'il y ait eu cette erreur-là, eh bien, va ralentir toute la suite de l'étude parce qu'ils vont devoir un petit peu plus comprendre, étayer ce qu'il s'est passé. Mais donc, étonnamment, ce sont des personnes qui ont reçu une demi-dose au départ qui ont eu 90% d'efficacité. D'accord. Ok, une dernière question de, de grâce, puis poser la question sur pourquoi est-ce que les hommes finalement auraient un risque supplémentaire. Mais on ne sait pas, en fait. Donc, le sexe masculin est un facteur de risque. Voilà. Donc, on se rend compte que c'est un facteur de risque. Alors, après, ça n'est pas le principal. Est-ce que c'est lié au fait qu'il y a plus d'hypertension et plus de surcharge pondérale? En tout cas, ça dépend ça, au niveau sociétal chez les hommes, possiblement. Mais
même quand on élimine ça, on sait que les hommes sont un peu plus à risque que les femmes. Mais au niveau physiopathologique, on ne sait pas exactement pourquoi. D'accord, ok. Est-ce qu'on pourra bénéficier de votre PowerPoint? Me demande beaucoup de... Oui, oui, bien sûr. Ça va, je vais corriger ma petite faute où j'ai mis FTC au lieu de TAF TDF, mais je l'envoie à l'adresse que j'ai eue à Godefroy. Oui, oui, pas de souci, pas de souci. Ça va, d'accord. Oui. Et alors, Et je- toujours les significations de TDF et TAD pour... Donc, c'est le ténofovir. voilà. Donc, le ténofovir classique et le TAF, la nouvelle formulation du ténofovir. Et ça, on ne sait pas très bien, en fait, le mécanisme. Donc, c'est vrai que c'est un antiviral, mais donc, on ne sait pas très bien pourquoi ça aurait un effet un petit peu protecteur. Pour vous donner une idée, nous, sur notre corps de 1400 patients, plus ou moins, un peu moins de 1400, pardon, on a eu 45 patients positifs, mais on a eu très, très peu on a eu moins de 5 patients qui ont été hospitalisés. Donc voilà. Et alors, je vois aussi avec les vaccins chinois, etc., La différence. très brièvement, deux vaccins vont être les premiers sur le marché. Ce sont les vaccins de type ARN messager. Alors ça, par contre, c'est important parce que j'entends beaucoup de choses qui sont dites, en particulier chez les personnes VIH et qui sont fausses. Donc, le vaccin ARN, c'est le fait donc de donner un brin d'ARN messager qui va coder pour la protéine S. La protéine S, c'est la protéine qui entoure le virus. Et c'est contre cette protéine-là que les anticorps neutralisants sont dirigés et que tout le système immunitaire se met en place. Donc, c'est un ARN messager. L'ARN messager, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans nos noyaux cellulaires et c'est quelque chose qui se dégrade assez rapidement. J'ai lu sur les réseaux sociaux et certaines personnes ont beaucoup partagé ça en disant attention, c'est de l'ARN et donc les personnes séropositives, comme elles ont la transcriptase inverse, vous savez, ce qui permet de transformer l'ARN du virus en ADN qui ensuite est intégré dans nos cellules, eh bien les personnes séropositives vont intégrer le vaccin, l'ARN, dans leur matériel génétique et donc elles vont avoir un matériel génétique transformé. C'est faux et archi faux. Il faut vraiment pouvoir le dire. Ça n'est pas parce qu'on est séropositif et qu'on a la transcriptase reverse qui est adaptée au matériel génétique du VIH que cette transcriptase reverse va permettre de transformer ce petit bout d'ARN messager. Donc c'est vraiment quelque chose qui factuellement est faux. Et donc, les personnes VIH ne sont pas à risque d'intégrer ce génome, enfin, c'est même pas du génome, ce petit bout d'ARN messager du vaccin. Les autres vaccins, par exemple le vaccin russe, c'est pas du tout cette technique-là. C'est un peu compliqué. Là, c'est ce qu'on appelle des vaccins vectorisés, c'est-à-dire qu'ils ont pris un virus qui n'est pas capable de donner une maladie chez l'homme, ce qu'on appelle un adénovirus qui a été modifié. Ils ont intégré la séquence de nouveau de cette protéine S dans l'adénovirus. Et donc, quand le vaccin est injecté, eh bien, là, ça va être un mécanisme de virus classique qui va essayer de produire, entre autres, cette protéine S. Donc ça, c'est le Sputnik et c'est la même chose que pour l'AstraZeneca, si ce n'est que dans l'AstraZeneca, ils n'ont pas choisi un adénovirus humain, mais un adénovirus du chimpanzé. Donc pour les vaccins, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de méthodes à l'heure actuelle, encore beaucoup qui sont en étude, mais les deux premiers qui vont arriver, donc le Pfizer et le Moderna, pour lesquels il y a plus de 90% d'efficacité sur base des données qu'on a reçues, c'est les vaccins ARN messagers. Voilà. Et alors pour la durée, je suis désolée, on pourrait parler des heures du vaccin. On ne sait pas. Donc, Moderna vient de publier des nouvelles données qui disent qu'après 3 mois, le taux d'anticorps reste tout à fait stable, ce qui est déjà une bonne chose parce qu'on voit que chez les personnes naturellement infectés avec le Covid, eh bien, chez les personnes qui ont développé des maladies peu sévères, après 3 mois, il y a une grande partie des personnes qui ont déjà une diminution, voire une perte des anticorps. Ça n'a pas l'air d'être le cas avec le vaccin. Je dis bien ça n'a pas l'air d'être le cas parce que de nouveau, le recul est très très faible. Donc, on pense que le vaccin protégera quand même au moins quelques mois.
Est-ce qu'il faudra le refaire annuellement? Je ne sais pas. On n'a pas un an de recul. Donc ça, on verra. Mais j'ai envie de dire, au pire, s'il faut le refaire annuellement, personnellement, je ne vois pas où serait le problème. On le fait bien pour la grippe, hein. Et donc, si on est amené à le faire annuellement, ben, ma foi, si ça nous permet quand même de revivre un peu plus normalement, je signe à deux mains. Ok, d'accord, merci.